Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de nous faire confiance. À la une de l'actualité, on parle de cette découverte des plus vieux macrofossiles dans le francévilien. C'est dans la province du Haut-Ogooué par les professeurs de l'USTM. Ils ont tenu à la présenter aujourd'hui à la presse. C'était au cours d'une conférence tenue dans les locaux du Mont de Cristal. Le reportage sera de Marielle Ecom. On note de nombreux adhérents au sein du Parti démocrate dynamique nouvelle, des personnes venues des quatre coins du Gabon. Une déclaration circonstancielle a donc eu lieu à cet effet dans un hôtel de la place. Vous aurez les détails dans quelques instants avec Arnaud Mbabekong. Mais tout d'abord, le SINAPOJEG, syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon, était en assemblée générale à la direction du Centre national des œuvres universitaires pour dénoncer et marquer sa désapprobation suite à la réduction de 50% de la prime C'est nous des agents. Le reportage. Au cours d'une assemblée générale tenue à la direction du Centre national des œuvres universitaires, le SINAPOJEG, syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon, a manifesté sa désapprobation suite à la réduction de 50% de la prime C'est nous des employés. Une diminution qui menace fortement la stabilité financière des agents. En son temps, Monsieur le Directeur Général, nous avons fait savoir que nous sommes, le syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon, le SINAPOJEG. Nous ne sommes ni pour la réduction, ni pour la diminution. À 50%. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Présent et dans la tourmente, le directeur général du CENU a répondu aux questions pressantes des agents. La situation est grave et nous avons appelé les partenaires sociaux. Il s'en trouve 4 au CENU. Autour de la table, nous avons exposé sans rien cacher la difficulté. Nous avons dit, nous avons le choix entre ne rien faire, donc totalement annuler cette prime, ou faire un effort d'essayer quand même de payer jusqu'à 50%. C'est cela que nous avons dit. Et cette vérité, nous avons demandé qu'elle vous soit ramenée sur le terrain. J'aurais pu, avec mon équipe, venir moi-même, site par site, vous l'expliquer. Nous n'avons pas jugé cela pertinent. Nous sommes donc passés à travers les responsables syndicaux. Je ne sais pas dans quelle situation vous avez reçu le message. Aubert Emendjila a indiqué que ce n'est pas le CENU qui est en difficulté, mais le pays tout entier. Mais les révélations se sont enchaînées. 50% quand on sort, c'est 50%. Parce qu'en tant que DG, je ne suis pas le DG des petites réunions et le DG des AG. Quand je parle une fois. Et quand on a parlé une fois, on agit. Signe de l'incompréhension régnante, très vite, le ton est monté. En invitant les responsables du SINAPOJEG à une rencontre lundi 22 mai 2017, le directeur général a mis en garde. Des sanctions seront prises si aucune preuve n'est apportée. On sera là, document à l'appui. Document à l'appui, ce qu'il vient de dire là par rapport aux agents qu'on envoie à la retraite. Il y a des agents qui sont en train de pleurer, qui vont à la retraite à 55 ans, mais il y a d'autres qui on procède à la prorogation. Nous avons les noms, on va apporter les noms. On les rencontre par-ci, par-là, qui pleurent. Au niveau de la CNSS, il y a des prélévations, on prélève, mais à la fin, au bout de la chaîne, il n'y a pratiquement rien. Nous le disons depuis fort longtemps. Nous avons passé l'année 2015-2016, on sait tout, parce qu'ils sont allés signer la caisse sociale le 16 janvier 2016. On a observé rien. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos acquis. Nous avons fait une démonstration de force pour dire que nous ne sommes pas un syndicat jaune. Visiblement remontés face aux injustices dont ils s'estiment victimes, les agents du CENU, fédérés au sein du SINAPOJEG, entendent aller jusqu'au bout de leur action. Et certains leaders syndicaux qui ont fait de leur action syndicale un moyen d'ascension aux plus hautes fonctions de l'administration publique gabonaise, ce qui vient mettre en mal la notion de syndicalisme dans le pays. Le reportage est de Inès Mugamombo. Défini comme étant un groupement de personnes qui veulent défendre ensemble leurs intérêts communs, le syndicalisme au Gabon a une autre définition. Ici,
Certains leaders syndicaux ont fait de leur action syndicale un moyen pour accéder aux plus hautes fonctions de l'administration publique, de par leur capacité de rassembler, de convaincre et de mobiliser. Aujourd'hui, ils oublient l'essentiel de la lutte pour exercer une guerre intersyndicale telle que l'on l'observe au niveau du secteur de l'éducation, où, pendant que la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, CONACYSED, durcit le ton de la grève, le syndicat de l'éducation nationale, Sénat, quant à lui, opte pour mettre un peu de vin dans son verre, en regagnant tout simplement les salles de classe. Une façon de faire qui laisse entrevoir une éducation à deux vitesses dans ce secteur d'activité. Les uns qualifieraient les autres comme étant les corrompus du pouvoir, dans la mesure où ils feraient la pluie et le beau temps au niveau des syndicats proches du pouvoir, ce qui renvoie à la classification des syndicats dits de la majorité et ceux de l'opposition, oubliant que les syndicalistes sont aussi des acteurs du dialogue social entre l'État, les employeurs et les salariés. D'où la question de savoir où en est-on avec cette philosophie d'acteurs du dialogue social. Les politiciens se sont accaparés cette arme qui est le syndicat pour le balloter de tous côtés selon la direction qui les sied. Il serait temps que les leaders syndicaux arrêtent d'appliquer la politique du ventre, mais plutôt qu'ils se ressaisissent en se souvenant de leur rôle et mission régalienne pour l'intérêt général. À Lambaréné, suite au témoignage de la grand-mère des 3 enfants décédés dans de troubles circonstances, le tour est revenu au père de s'exprimer et donner les motifs du décès de ses enfants. Un reportage de nos confrères de G3 RTV. Sur les lèvres des habitants de Petit Paris 3 et du reste de la commune de Lambaréné, on ne parle que du sujet des 3 enfants disparus en l'espace de 3 jours. Une succession de décès qui laisse l'opinion locale perplexe. Après le témoignage de la grand-mère des disparus, tout aussi pointu, nous avons pu recueillir celui du papa des enfants, tout aussi accablant. C'est un père abattu, stoïque et effaré que nous avons rencontré. J'ai laissé les enfants en bonne santé et à tout moment, j'ai passé sur mon réseau, parler avec madame. Est-ce que les enfants sont en bonne santé? Elle m'a bien dit oui, les enfants sont en bonne santé. J'ai dit, est-ce que tu prends soin des enfants? Elle m'a dit oui, je prends soin des enfants. J'ai dit, est-ce que là, pour l'instant, tu es à la maison ou bien tu es dehors? Elle me dit, je suis à la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu es à la maison. Comme ça, les enfants vont bien, ils sont en bonne santé. Et toi-même, si tu es en bonne santé, on m'a dit, oui, je suis en bonne santé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais j'étais surpris, à ma grande surprise, le dimanche, le samedi d'abord, ma grande soeur parle avec le téléphone. Elle n'informe pas ma grande soeur que l'enfant est malade. Dimanche, on m'appelle pour dire que non, l'enfant est mort. Je dis, ah, rien de m'appeler pour me dire que non, l'enfant est hospitalisé, comme ça je pouvais déboucher un peu de moyens ici, et puis descendre en gelée, envoyer. Non, vous m'appelez pour me dire que non, l'enfant est mort. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que l'enfant puisse mourir comme ça? Puisqu'elle m'a dit que non, les enfants sont en bonne santé. On dit, ah, on ne connaît pas. L'homme de 28 ans a dit souvent remplir convenablement ses charges de père. Tout le contraire pour sa concubine. J'ai remis madame 50 000 francs pour payer de quoi à manger aux enfants, pour éviter qu'ils puissent mourir de faim. Madame n'a pas pu faire cas à payer ne fût-ce que même 1 kilo de riz pour les enfants. Non plus. Même pas une bouteille d'huile. Non plus. Moi, lorsque je descends du chantier pour ici, je suis censé déposer madame de l'argent pour qu'elle puisse nourrir les enfants. Moi-même, j'ai couru ici, en lui chercher. Tous les enfants, ils sont ici nus dehors. Je parle, tu veux où? Chez un copain. Personne ne m'a dit, aucun parent m'a dit là où elle se trouvait. Moi-même, je suis parti. Je ne me suis même pas renseigné à quelqu'un, moi, je suis parti direct à l'endroit. Je l'ai trouvé à l'intérieur de la maison du monsieur en question. Elle abandonnait mes enfants à la maison, seule. Et devant moi, elle tapait les enfants. Une réponse à certains de ses détracteurs qui veulent lui faire porter une part de responsabilité. Lui qui pourtant avait dû se déporter à des centaines de kilomètres de Lambaréné en direction de Minzik dans le Wellington pour travailler afin de subvenir
aux besoins de sa progéniture, à défaut de croiser les bras. Mieux, pendant ces 2 mois quasiment de travail, il s'évertuait plus d'une fois d'appeler et de prendre des nouvelles de la famille ainsi que son apport financier. Difficile dans ces cas de figure de justifier le problème de malnutrition dont faisaient face ces êtres innocents qui n'ont jamais demandé à venir au monde. Comment comprendre alors ces morts en cascade? Que et qui se cache derrière? Qu'a-t-elle fait concrètement à ses enfants? En serait-elle capable de passer ad patres ses propres marmots? Et pour quel mobile surtout? Voilà les questions qui taraudent l'esprit de Franck et que les fins limiers de la police judiciaire tentent de répondre sur ordre du parquet. Désormais, les nuits ne seront plus les mêmes pour ce papa. Elles seront plus longues, moindre réconfort, assez infime d'ailleurs, le benjamin des enfants, 18 mois, encore sur le lit de l'hôpital. Toujours à Lambaréné, après moult plaintes des populations du 2e arrondissement, le gouvernement vient d'améliorer son offre de services en construisant une centrale des traitements des eaux. Le reportage de nos confrères de G3 RTV. Fait des travaux et soulagement immense pour les populations d'Atier et du reste du 2e arrondissement qui en ont trop souffert du problème de la qualité d'eau. À quelques heures de l'ouverture officielle de la centrale de traitement, le bonheur est à son comble dans les ménages. Nous avons passé des moments difficiles depuis notre enfance. Nous avons que l'eau, de l'eau bouillée. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'avoir l'eau du pont. Dieu nous fait grâce d'avoir l'eau du pont. Aujourd'hui, on voit que l'eau du pont, je remercie l'État gabonais et je remercie toutes les sociétés qui ont participé. C'était la SCG. Bien d'avoir la bonne eau à Lambaréné parce qu'il fut un temps où on a vraiment passé des moments difficiles, on buvait de l'eau de l'Ogoué et on buvait aussi la mauvaise eau qui nous rendait malades. Aujourd'hui, ça nous fait vraiment du bien qu'aujourd'hui on boit de la bonne eau. Le calvaire aura duré quasiment 10 ans. Après moult plaintes des populations, le gouvernement, à travers le département de l'énergie, avait consenti alors de satisfaire et d'améliorer son offre de service en procédant à la construction de cette unité technique qui changera le quotidien des riverains. Les travaux ont été confiés pendant 10 mois de dur labeur à la société CETEG. La centrale permettra de produire en moyenne 2500 mètres cubes d'eau par heure et alimenter environ 16 000 foyers selon les ingénieurs. Ce technicien de CETEG nous montre ici que l'eau est collectée depuis le fleuve Ogoué par l'entremise d'un pipeline situé en dessous de cette balise, puis acheminée dans cette maisonnette où se trouve un compresseur et 2 armoires où sont sécurisées des pompes aux fins d'être traitées et distribuées dans les ménages. Depuis 2 semaines, la qualité de l'eau dite d'Isaac avait commencé à changer littéralement. La SCG procédait depuis lors aux tests, somme toute concluants. L'inauguration et l'ouverture officielle des turbines ont lieu ce samedi. Le geste symbolique sera effectué par le ministre de l'eau et de l'énergie, Guy Bertrand Mapangou. Jean-Pierre Obamessono, propriétaire d'une habitation sise à Port-Gentil, vient d'ester son locataire en justice pour motif de non-paiement de loyer. Le reportage d'Estranel Vonondong. Parti de la capitale administrative gabonaise où il vit depuis quelques années pour se rendre à Port-Gentil dans l'objectif de suivre de très près le litige qui l'oppose à son ex-locataire qui aurait accumulé plusieurs mois de loyer impayé, ce citoyen handicapé moteur relate les faits. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, il ne paye pas. Je suis revenu ici à Port-Gentil. Quand j'arrive ici à Port-Gentil, je ne le trouve pas. On me dit qu'il est parti au Nigeria. Je suis reparti, mais il avait laissé les gens dans la maison. Je suis reparti encore à Libreville. Quand je reviens, encore pour une 2e fois, je ne le trouve pas toujours, il est toujours au Nigeria. 4e fois, il est toujours au Nigeria. 5e fois, il est toujours au Nigeria. 6e fois, il est toujours au Nigeria. C'est comme ça que je m'énerve avec les gens qui étaient dans la maison. Quand je m'énerve avec eux, je ne sais pas, derrière moi, ils sont restés à lui parler. C'est comme ça qu'il arrive ici en janvier 2017. Quand je reviens, avant même qu'il n'arrive en janvier 2017, le même janvier 2017, j'étais ici. Il n'était pas toujours là.
C'est comme ça qu'il arrive après mon départ. Quand il arrive après mon départ, il m'appelle au téléphone pour me dire qu'il est arrivé. C'est comme ça que je dis, mec, qu'est-ce qui se passe pour le loyer de ma maison? Bon, on a failli s'échanger au téléphone. Bon, comme c'est au téléphone, ça s'est coupé. C'est comme ça que je débarque le 6 avril ici. J'arrive chez moi, je le trouve. Je lui pose la question de savoir pourquoi tu n'arrives pas à me payer la maison. Il me dit, oh voilà, je t'avais appelé au téléphone pour dire que je ne peux plus payer parce qu'il y a la crise. J'ai dit, bon, comme il y a la crise ne s'exigeait rien que dans ma maison. Selon ce dernier, il serait déçu du verdict qui a été rendu par le tribunal de première instance de Port-Gentil. Vraiment, je me vois au jour d'aujourd'hui comme si ce type-là pouvait venir un bon matin, il m'arrache le siège que j'ai là, le fauteuil roulant que j'ai là, et il s'en va avec ça. Le tribunal ne va donner aucun verdict. Parce que c'est vraiment gênant. Moi, j'ai une famille, j'ai 10 gosses, j'ai 11 gosses en ce moment. Et je vis avec ça. Pour Jean-Pierre Obamessono, il envisage aller jusqu'au bout. La décision donnée par le tribunal, qui sont incompétents de juger le paiement de sommes au Gabon. Je voulais aller voir le procureur, ils ont tout verrouillé pour que je n'accepte pas voir le procureur. Parce que moi, je sais que si je croise le procureur de la République, le procureur trouvera une situation sur cette affaire. Je vais amener cette affaire-là jusqu'à Libreville. S'il faut croiser le président de la République, je vais le croiser pour cette situation. Bah, je suis malmené par ma propre maison. À Port-Gentil, le constat est fait. L'attrait pour les jeux de hasard est un phénomène de plus en plus grandissant. Une situation qui serait due à la crise financière qui sévit dans la ville. Le constat se dresse à travers les artères de la commune de Port-Gentil, notamment la mobilisation des populations autour des différents sites abritant soit les paris mutuels urbains, soit les machines à sous, les jeux de hasard. Cette mobilisation remarquée, parfois importante de nos jours, serait l'une des conséquences de la crise socio-économique actuelle issue de la baisse du prix du baril de pétrole, même si l'on souligne également les conséquences liées à la dépendance. Au centre-ville, comme dans les quartiers sous-intégrés de la cité de l'Or Noir du Gabon, les observations sont quasiment les mêmes. Car, pour certaines personnes ayant perdu leur emploi, ces jeux, dont le déroulement est partiel ou totalement soumis à la chance, sont désormais pris comme un moyen de survie, surtout lorsque cette chance permet de gagner quelques billets de banque. Mais dans le cas contraire, c'est le malheur qui envahit la famille. Et ce n'est pas imposé, c'est du vouloir de tout un chacun. Nous parlons de ce jeu-là qui est mis à la portée de tout le monde. Mais moi, je sais que les machines qu'il y a dans les Fortune Club, par exemple, ici, existent au Cameroun, dans tous les bars. C'est à la portée de tout le monde. Sauf qu'ici, on en fait un sujet tabou. Qu'on commence par au moins conscientiser même les adultes, des pères de famille, qui vont perdre des millions de francs et des milliards au blanchissement d'argent Fortune Club. Et tu perds et tu ne gagnes pas. Hein? Et donc, c'est un moyen d'exploiter. Des jeux auxquels s'adonnent également les jeunes adolescents, sans pourtant se fier aux recommandations qui sont inscrites, si bien qu'aucun service de contrôle n'est disposé après eux. Ils ne travaillent pas, tu vois, à la longueur de journée, ils sont là assis, quand une pièce traîne chez papa, maman, ils ramassent et ils n'apprennent pas. Et je vois ça très très décevant. S'il y a quelqu'un à qui faire le reproche, c'est le service d'éducation populaire. Ce sont eux qui doivent au moins éduquer la population dans ce genre de situation. Plongés désormais dans la recherche des sous en vue de concourir aux besoins de leur famille, peu importe les conséquences, c'est l'une des priorités qui anime nombreux joueurs. D'où il est indispensable d'examiner aussi bien les effets positifs que négatifs. Le développement des mécanismes cognitifs, donc des habiletés, etc. Le sens de la concentration et de la vision aussi, lorsqu'on joue, il vous fait oublier, d'accord, ce que vous avez à faire. Il accapare le cerveau. Il installe dans le cerveau ou dans la psyché l'habitude du jeu, l'installation de la dépendance. La période conjoncturelle actuelle reste d'autant plus difficile à vivre pour certains, quand bien même il est nécessaire d'examiner les risques qui s'offrent à nos engagements. Car dit-on que la pauvreté n'est qu'un état d'esprit. Et ce journal se poursuit avec cette bonne nouvelle. On s'achemine vers l'amélioration des unités carcérales au Gabon. De nouvelles prisons vont être construites. Les attestations de réservation des parcelles devant les accueillir ont été remises au ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le ministre de l'Habitat. C'était au commandement en chef de la sécurité pénitentiaire en présence de son chef. Le récit d'Arnomba Bokung.
C'est dans la cour de l'état-major de la sécurité pénitentiaire que s'est déroulée la cérémonie de remise officielle des attestations de réservation foncière aux administrations de la justice via l'administration pénitentiaire. Une remise qui traduit en acte la politique gouvernementale, a rappelé le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Aujourd'hui, un événement spécial vous conduit dans les locaux, je voudrais dire pour la première fois dans les locaux de la sécurité pénitentiaire. Il s'agit de la remise officielle des titres d'attribution des parcelles au commandant en chef pour la construction des prisons et des casernes. Un acte qui constitue, à mon avis, la mise en œuvre du projet de société de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Ce projet est contenu dans le plan stratégique Gabon émergent. Une contribution combien remarquable pour le ministre de la Justice qui y voit l'humanisation des milieux carcéraux par le gouvernement de la République. Ce programme prévoit la construction d'un établissement pénitentiaire moderne de près de 2000 places au lieu dit Coltan dans l'estuaire et 8 autres de 500 places dans chaque chef-lieu de province. C'est le lieu de l'indiquer que ce plan de construction vise à faire face à l'augmentation de la population carcérale nationale dont le nombre n'a cessé d'augmenter au fil des années. Devant cette réalité, dans son souci de préserver la dignité humaine et la quiétude sociale, le gouvernement de la République estime que la construction de nouvelles prisons dans l'ensemble du pays est devenue une priorité au même titre que d'autres départements de la République. Ce projet a été réalisable grâce à la synergie des départements ministériels impliqués, comme celui de l'urbanisme. Le respect de la loi, toute la loi et rien que la loi. Au commencement d'un pays est la loi. Voilà pourquoi, de manière inaugurale, nous avons l'honneur de remettre aux représentants de la loi, dans le gouvernement d'Emmanuel José-Mondé, nous avons donc l'honneur de vous remettre ces attestations étant en usage.